parler de l'Europe. L'Europe, en réalité, est duel. Il y a l'Europe de l'extérieur, sur la façade atlantique, et l'Europe de l'intérieur. Et il y a un clivage majeur entre ces deux Europes. Et c'est ce que l'Union européenne a nié. Mais il faut bien comprendre que l'Union européenne, ça a été aussi la volonté de la part de la France, notamment, de contrôler l'Allemagne. Comme la CED d'ailleurs, qui a échoué. Ils n'ont pas que le marché commun à 6 comportait les deux adversaires européens, l'axe Mussolini-Hitler. Alors bon, donc les préoccupations diplomatiques, géostratégiques, tout ça a dû jouer. Et ça a été un mariage contre nature. Notamment, on a oublié l'Espagne au profit de l'Italie, qui à mon avis est une aberration totale. L'Espagne et le Portugal ont beaucoup plus à voir avec la France, et on a oublié l'Angleterre aussi. Et donc finalement, j'en suis arrivé aujourd'hui à la suite du Brexit, qui, à mon avis, montre le chemin quelque part, à l'idée de ce que j'appellerais l'union des 5 empires, ou ce qu'on pourrait appeler les 5 empires réunis, ou unis, comme on dit, les États-Unis ou le Royaume-Uni. La fédération des 5 empires, qui engloberait du sud vers le nord, le Portugal et l'Espagne, la France et le Benelux, plus l'Angleterre, bien entendu, plus le Royaume. Pourquoi? Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'humanité depuis quelques siècles auront compris immédiatement, ce sont des empires coloniaux. Ce sont cinq puissances coloniales qui ont rayonné dans le monde entier, qui ont laissé leur marque partout, dans tous les continents. La Hollande, souvent, parce que dans le Benelux, il y a la Belgique et la Hollande, le nez de Benelux renvoie à Netherlands, c'est-à-dire aux Pays-Bas. D'ailleurs, c'est les Pays-Bas qui sont en réalité le centre de processus. Rappelons d'ailleurs que le marché commun est d'abord né autour du Benelux. Je passe. Et donc, la Hollande, vous savez que l'Australie s'appelait autrefois, sur les anciennes cartes, la Nouvelle-Hollande. Vous savez que New York s'était appelé la Nouvelle-Amsterdam. Et il y a encore une Guyane hollandaise, tout au nord de l'Amérique du Sud. Et puis il y a eu des Hollandais, bien entendu, en Afrique du Sud, avec la guerre des bourses, etc. Et on pourrait continuer du côté de l'Indonésie, etc. Donc la Hollande est une puissance impériale considérable, en dépit de son petit territoire. Alors le Portugal, d'ailleurs c'est très curieux, quand on regarde l'Amérique, il y a les pays de langue portugaise, les pays de langue anglaise, les pays de langue espagnole et les pays, en tout cas les régions de langue française. Plus la Guyane française, bien sûr. Et plus, bien entendu, les Antilles françaises. Voilà. Bon. Et on a là déjà nos 5 empires. Alors l'Amérique, le continent américain, et l'expression est marquée par ces 5 empires. Différents types. Mais globalement, ces 5 empires ont un destin, ont une histoire impériale extraordinaire. Et je pense qu'elle n'est pas comparable, elle ne saurait être comparée à ce qui se passe en Europe de l'intérieur. Je pense que là, nous avons des histoires complètement différentes, des empires, il y en a eu bien sûr, que ce soit l'empire, j'en vois 4, je vois l'empire allemand, je vois l'empire austro-hongrois, je vois l'empire russe, et je vois l'empire ottoman. Aucun de ces 4 empires n'a eu véritablement une grande destinée coloniale, pour dire les choses comme elles sont. Et puis il y a aussi l'empire italien qui est
donc c'est à l'époque de Mussolini, avec la conquête de l'Abyssinie, d'Éthiopie, etc. Bon. Et donc finalement, et puis on pourrait parler bien sûr de l'Empire arabe, quand on monte plus anciennement, l'Empire romain, bien entendu, l'Empire d'Alexandre. Bon. Donc c'est une autre époque. Hein, une autre époque. C'est certain qu'Alexandre, ça a été un empire colonial, ça c'est indiscutable. Mais enfin, si on en reste au dernier millénaire, nous avons la maîtrise, la domination de 5 empires, qui sont les empires que j'ai cités, ceux qui viennent du Portugal et l'Espagne, la péninsule ibérique, ceux qui viennent de la France, qui est au centre du système d'ailleurs, et au nord, l'Angleterre et les Pays-Bas, anciennement province-unie. Et je crois qu'il est souhaitable de repenser l'avenir de l'Europe sous cet angle-là. L'Europe, n'est-ce pas, vous savez, quand il y a, moi j'ai toujours dit, quand il y a trop de mixité, le message n'est pas clair, le discours n'est pas clair. L'Europe n'a pas une seule et même histoire. Et il y a deux histoires, deux grandes histoires. La grande histoire de la colonisation, des empires, où parfois, souvent d'ailleurs, la France et l'Angleterre se sont affrontés, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, avec la fameuse affaire de Fashoda, ou que ce soit en Amérique avec le Canada, mais malgré tout, ils ont les mêmes démarches. Et l'Amérique, j'ai encore vu hier un film là-dessus, l'Amérique, les USA restent marqués profondément par la France. La France qui a occupé la Louisiane, qui a vendu la Louisiane aux 13 États d'origine des États-Unis, mais ces États, autour notamment du Missouri, de Saint-Louis, etc., il y a des dizaines, voire même des centaines de noms de lieux en Amérique, aux USA, qui sont français. On pense à Des Moines, on pense à Détroit, on pense bien sûr à la Nouvelle-Orléans, etc. La Louisiane, c'est bien en rapport avec le nom de Louis, qui est le nom des rois de France. Donc, il n'y a pas de... Et ces gens-là, même quand ces régions ont été intégrées dans le cas des États-Unis, elles restaient francophones, en grande partie. Hein, avec des formes francophones plus ou moins de sabir, mais peu importe. J'ai vu un très beau film hier qui s'appelait, comment ça s'appelait, avec Kirk Douglas, justement, sur cette période étonnante où, quand on allait vers le Missouri, les gens parlaient français, alors que la France avait déjà vendu. Mais c'est pas parce qu'on vend quelque chose, et c'est ça le principe de l'empire. L'empire n'est pas... L'imprégnance impériale ne change pas du fait que voilà, telle région est redevenue indépendante ou que telle région est passée sous tel contrôle, etc. La notion d'empire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile que ça dans un espace-temps qui n'est pas du tout celui-là. On essaie de dévaloriser ou de dévaluer la notion d'empire en mettant en avant les frontières nationales, les frontières linguistiques, etc. Tout ça, c'est ce découpage n'a aucun sens, n'est-ce pas? Cette espèce de saucissonnage de la réalité de l'activité politique de l'humanité est complètement ridicule. Il y a à la base des grands empires et le monde entier est dépendant et marqué profondément, et même, dirais même, de manière indélébile, par ces empires. Bon. Avec des grandes langues coloniales que sont l'espagnol, l'anglais et le français, et dans une moindre mesure le hollandais et le portugais, qui ont également été très marquants. Bon. Donc moi je suis pour repenser autour du Brexit l'idée d'une fédération des 5 empires, de 5 pays qui ont la même démarche mentale, voyez-vous, qui ont la même identité impériale, quelque part, mais ce sont des empires très différents. Ils ont tous le même projet impérial. Ils ont été marqués par la même histoire impériale. Et
par conséquent, je pense que l'Europe aurait beaucoup à gagner par ça, parce que actuellement, elle est en but à des tensions qui sont dues au fait qu'il n'y a pas les mêmes intérêts, les mêmes valeurs entre les différents pays européens. Et que les pays européens de l'Est ne comprennent pas et veulent dévaluer les valeurs des pays de l'Europe de l'Ouest. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils ne sont pas construits de la même manière, ils n'ont pas la même histoire, et ils n'ont pas les mêmes intérêts. Voilà. Donc je lance aujourd'hui, en ce samedi 10 décembre 2016, l'idée d'une fédération des empires, d'une Union européenne des empires, qui ferait valoir notamment les enjeux linguistiques. Car, qu'on le veuille ou non, les mots d'une langue ont une valeur marchande, ont une valeur commerciale. Et à mon avis, on ne peut pas... autant les autres facteurs, bon, ça a bougé, etc. Mais les structures linguistiques, elles sont toujours là, elles sont toujours marquantes, et on ne saurait les passer sous silence ou en diminuer l'importance. Et à ce titre-là, l'anglais, bien entendu, est une langue mondiale, mais une langue qui a été forgée au sein de l'Europe, et notamment dans ses rapports extrêmement étroits avec la langue française. Et dire, c'est pas par hasard que dans l'Union européenne, les deux grands pays qui se sont constitués une puissance militaire significative, c'est quand même la France et l'Angleterre, donc deux des pays de cet empire, de ce nouvel empire à 5 têtes.